Le Congo a été maintes fois menacé par le régime de Kagame et Kagame en personne. Pourquoi? Parce que Kagame est soutenu par des forces souterraines qui veulent continuer à exploiter la richesse du Congo. En 2013 déjà, la présence de l'armée rwandaise en RDC avait été établie par des rapports du groupe d'experts des Nations Unies et du comité de sanctions. C'est pour cela que les États-Unis et l'Union européenne avaient suspendu leur coopération militaire avec le Rwanda. Les dirigeants du CNDP, Congrès national pour la défense du peuple, comme ceux du M23 ont toujours résidé sur le sol rwandais, il ne faut pas l'oublier. Ces groupes-là, lorsqu'on retrace leurs itinéraires, leurs mouvements, viennent toujours du Rwanda. A déclaré Christophe Lutindula, ministre congolais des Affaires étrangères, le 1er juin 2022 lors d'un interview de Jeune Afrique. Et pourtant, le président rwandais Paul Kagame est perçu en Afrique comme étant le président modèle. Le Rwanda est un pays considéré comme référence en Afrique en termes de développement. Mais très souvent les apparences sont trompeuses. Derrière cette image d'homme d'État se cache-t-il un homme dangereux? En tout cas, au Congo on sait qu'il est loin d'être un ange, pire encore, le Rwanda veut une RDC faible et corvéable à merci, à en croire le gouvernement congolais. Nous allons écouter le panafricaniste Kémy Séba qui va faire de lourdes révélations sur Paul Kagame et sur ceux qui financent cette crise. Sa connaissance approfondie de ce dossier va nous permettre de comprendre pourquoi peu importe les dénégations de Kigali, les autorités congolaises sont convaincues que leur voisin soutient le M23, rébellion de nouveau active dans l'Est. Nous comprendrons aussi pourquoi réunis à Nairobi, au Kenya, les dirigeants des pays membres de la Communauté des États d'Afrique de l'Est, EAC, ont convenu du déploiement d'une force régionale dans l'Est de la RDC pour tenter de faire cesser les violences mais à condition que le Rwanda n'y participe pas. Malheureusement, je trouve que dans le cadre de la lutte pour nos questions de souveraineté, la RDC est souvent une thématique oubliée. On ne peut pas évoquer évidemment la problématique du génocide au Congo sans être dans une démarche de comprendre déjà le découpage colonial. Parce que quand le colon est arrivé, ce qui a abouti à la conférence de Berlin, il a découpé les espaces en ne tenant pas compte des peuples qui y vivaient, en fonction de ses propres intérêts qui étaient liés à l'ère du monde moderne dans lequel nous vivons, en l'occurrence l'ère du matérialisme, l'ère où vous êtes prêt à mourir pour une pierre, l'ère où vous êtes prêt à mourir, ce qu'on appelle les minerais précieux. Des gens qui sont prêts à donner plus de valeur à des minerais qu'à des êtres humains. C'est la civilisation du monde moderne dans laquelle nous vivons. Et donc ils ont découpé nos pays en fonction de ces réalités, en fonction des ressources qu'il pouvait y avoir. Et en ce sens-là, le Congo est un braquage à ciel ouvert. Parce que c'est probablement le pays ou l'un des pays qui réunit le plus de ressources minières dans l'entendement, en tout cas, du monde moderne. C'est, j'ai envie de dire, c'est le Congo, s'il devait avoir comment vous dire, une bijouterie qui devait être ramenée à la notion d'un pays, le Congo tel qu'il a été découpé est la définition, c'est important ce que je dis, la définition de la bijouterie au sens des ressources minières qui sont le plus regroupées. Le colon n'a pas simplement découpé un pays, il n'a pas été simplement dans une dynamique de ajuster les frontières. Il a fait en sorte aussi de s'adapter à la mentalité de certaines familles, tribus, d'accentuer les tensions pour monter les unes contre les autres, toujours dans cette logique, puisque le colon sait qu'il est faible, mais il sait que quand il pousse les Noirs à se battre entre eux, le colon est fort. Et comme certains d'entre nous sont bêtes, ils tombent malheureusement dedans. C'est de ça dont il s'agit. Le colon a accentué les tensions entre telles ethnies et telles ethnies. Il a fait croire à certaines que certaines ethnies étaient meilleures que d'autres. Il a poussé les unes qui déjà avaient un sens pour certaines de la guerre, un sens de l'autorité dans leur perception du monde, à penser qu'elles étaient meilleures que toutes. Et il les a orientées dans un processus d'aliénation qui dépasse l'entendement, afin que certaines entités deviennent les proxys des intérêts coloniaux. Alors quand je dis ça, il est très important de préciser que je ne suis pas en train d'être dans une logique d'essentialiser, parce que c'est aussi un drame qui existe à l'heure actuelle dans la région des Grands Lacs. Que ce soit d'un côté comme de l'autre, on finit par essentialiser et donc astreindre chaque être humain à la résidence de sa tribu et de son ethnie. Je condamne cette démarche-là, nous ne nous en sortirons jamais comme ça. Mais il y a une réalité. Quand on regarde ce qui se passe à l'est
du Congo, avec l'oligarchie du côté du Rwanda, et je précise bien l'oligarchie, pas les Rwandais, pas les Tutsis dans leur ensemble, et je demande à ceux qui nous suivent de ne pas tomber dans ce piège. Parce qu'il y a, je connais, il y en a plein qui m'écrivent, des Tutsis qui sont opposés au régime de Kagame et qui condamnent ce qui se passe du côté de la RDC. Il faut aussi qu'on ait le courage de le dire. Donc ne me faites pas tomber dans un piège ou dans un autre. Il y a des bons de chaque côté, il y a des traîtres de chaque côté, il y a des traîtres nombreux en RDC et il y a des traîtres nombreux du côté aussi du Rwanda. Ça, c'est la réalité des faits. Mais Paul Kagame, qui pendant des années a été présenté comme le champion du développement africain, où son pays était une vitrine, soi-disant, de la modernité à l'africaine. Comment s'est construit justement cette vitrine de la modernité? En passant un accord entre l'oligarchie rwandaise et l'oligarchie occidentale, pour que Paul Kagame et ceux qui suivent ce dernier, d'accord, puissent opérer en finançant des milices telles que le M23, le pillage des ressources minières, le vol, la destruction, l'assassinat, le viol, en estimant que ils ont tout à fait le droit de récupérer justement ces ressources-là. C'est de ça dont il s'agit. C'est important qu'on le dise. Si on ne le dit pas, on ne pourra pas aller dans la vraie direction, on ne pourra pas aller dans la bonne direction, on ne pourra pas aller dans la vérité et dans le cadre de l'élévation. Paul Kagame est devenu le proxy, c'est d'ailleurs un des grands amis de Tony Blair, est devenu le proxy des intérêts anglo-américains et israéliens du côté de la région des Grands Lacs. Quels sont ceux qui sont les plus grands fabricants justement de téléphones, etc., etc. Quels sont ceux qui, de manière générale, se servent des minerais que l'on trouve du côté de l'Est de RDC pour pouvoir gonfler les chiffres d'affaires de leurs multinationales? On les connaît tous. Et Paul Kagame, en faisant la basse besogne, a évidemment des bakchis qui lui retombent et qui lui permettent justement d'asseoir son pouvoir, d'asseoir sa légitimité et de charmer certains Africains noyés dans l'amour idiot du matérialisme et qui voient donc dans le Rwanda un pays modèle, un pays développé, un pays avec des infrastructures qui n'a rien à envier à l'Occident. Malheureusement, le problème de certains des nôtres, c'est qu'on n'aime pas être dans la logique de la déconstruction analytique quand on voit l'Occident louanger systématiquement un dirigeant. On dit « Ah, mais oui, c'est développé, regardez, ça ressemble à l'Occident. » Et donc certains d'entre nous sont contents. Paul Kagame, dire que c'est quelqu'un qui n'a pas développé son pays, tout dépend d'ailleurs de quel cadre on parle quand on parle du développement. Hein, ça aussi, je pense que ça mérite une réelle et une véritable réflexion. Bien évidemment qu'il a développé son pays. La question n'est pas est-ce qu'il a développé. La question est comment il a développé. La question est qu'est-ce qu'on appelle développement. Et la question est est-ce que l'on peut parler de développement quand vous construisez votre maison sur un cimetière? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que ce qui se passe à l'est de la RDC, on ne peut pas parler d'autre chose que d'un cimetière à ciel ouvert où on enterre des gens vivants. On détruit leur corps, on détruit leur âme, on éradique, on assassine, on tue des gens. Et toutes ces personnes qui font cela sont instrumentalisées par des lobbies qui, par la suite, font croire qu'ils sont inquiets de la situation. Oh, qu'est-ce qui se passe en RDC? Il faut arrêter les massacres. Mais ceux qui vous disent qu'il faut arrêter les massacres, que ce soit les charlatans de l'Union européenne, que ce soit les charlatans du côté des États-Unis, sont ceux qui ont placé Kagame là où il est. Et ça, tout le monde le sait. Mais malheureusement, sur la place publique, trop peu osent le dire. C'est de ça dont il s'agit. C'est cette réalité que les gens ne veulent pas qu'on évoque. On le murmure entre nous, mais la réalité des faits est là. Paul Kagame ne symbolise pas et ne résume pas le Rwanda. Il y a des gens extraordinaires du côté des Tutsis. J'en connais beaucoup. Et je n'accepterai jamais qu'on essentialise en disant que tous les Tutsis sont des pro-Kagame. C'est faux. Il y a une forte opposition à Paul Kagame au Rwanda. Mais malheureusement, il a construit un État répressif, extrême, où quel convoi qui se lève pour dénoncer justement ces dérives est incarcéré, pourchassé et parfois même empoisonné ou assassiné. La réalité des faits se trouve là. Oui, il faut qu'on puisse le dire. Ce qui se passe en RDC est le fruit des multinationales, en concubinage incestueux avec l'oligarchie du côté du Rwanda.
Et malheureusement, la RDC, parce qu'il est hors de question de présenter un gouvernement victime et un gouvernement agresseur, pendant trop d'années, la RDC, qui était sous l'influence de l'oligarchie du Rwanda, n'a fait que suivre le script pour lequel elle a été engagée. Que ce soit Kabila ou même Félix en début de mandat, puisque nous savons très bien que Félix, lorsqu'il gagne les élections, c'est avec l'aval de Kabila, parce que Kabila voit en Félix quelqu'un qui, en étant élu, ne lui posera pas trop de problèmes. Parfois, le problème, quand vous pensez que quelqu'un est complètement débile, c'est que celui qui vous pensez trop bête peut toujours vous surprendre en ayant de temps à autre des sursauts d'intelligence et il peut vous piéger. Donc ça aussi, il faut réfléchir à cette situation-là. Toujours est-il que, vers la fin de mandat, Félix Tshisekedi, soit de manière patriotique, soit de manière opportuniste, peut-être en vue des prochaines élections, c'est lui qui sait, a secoué cette question après avoir, pendant le début de son mandat, servi complètement la tasse de thé à Paul Kagame, suscitant le dégoût, le vomi d'un certain nombre de Congolais. Il faut aussi qu'on puisse le dire. Félix est mon frère, nous nous connaissons personnellement, mais ça ne m'empêche pas de dire exactement les choses telles que je les pense. Est-ce que, aujourd'hui, quand Félix décide d'attaquer Kagame, il le fait parce qu'il veut être dans une logique de complètement recouvrir, retrouver la souveraineté de son pays? Nous l'espérons. Ou bien s'agit-il de la question des alternances fonctionnelles, où on voit que la marionnette Kagame, qui a fini par prendre beaucoup de poids, finit par écouter un peu moins ses maîtres occidentaux et décide de vouloir, de son côté, varier les alliances, ce qui peut peut-être déplaire à l'oligarchie occidentale, qui soudainement voit en Félix Tshisekedi quelqu'un qui pourrait être un parfait allié, malléable, à l'écoute, et par conséquent, celui qui était présenté comme le Messie finit par être présenté comme le mauvais par les mêmes systèmes qui l'ont pourtant placé au pouvoir. Ça aussi, ça mérite, je pense, une réflexion de fond. Toujours est-il que ce qui se passe en RDC est le problème de tous les Africains. Je sais qu'il y a certains ignorants qui vont dire chaque pays, chaque réalité. Non, 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 non. Déjà, les pays qui sont la fabrication de la conférence de Berlin ne m'intéressent pas. Et chaque pays africain où notre peuple souffre, c'est la préoccupation de tous les membres de notre peuple de manière générale.